Aujourd'hui, nous profitons de la publication du livre de Charles Saint-Preux, Mohamed V ou la monarchie populaire. Et à cette occasion, ce colloque a pour objet de réfléchir sur le rôle de l'institution monarchique au Maroc et par là sur ce qu'il est convenu d'appeler l'exception marocaine. Charles Saint-Preux le rappelle dans le précieux ouvrage qui vient de lui consacrer. Il rappelle qu'après le déclenchement de la guerre en 1939, le sultan Mohamed Ben Youssef ordonna de lire dans les mosquées du royaume un appel en faveur de la France et de ses alliés. Je lis un passage de cet appel. C'est aujourd'hui que la France prend des armes pour défendre son sol, son honneur, sa dignité, son avenir et les nôtres. Que nous devons tous être nous-mêmes fidèles aux principes de l'honneur, de notre race, de notre histoire et de notre religion. À partir de ce jour et jusqu'à ce que l'étendard de la France et de ses alliés soit couronné de gloire, nous lui devons un concours sans réserve, ne lui marchander aucune de nos ressources, ne reculer devant aucun sacrifice. On sait que les troupes marocaines qui participèrent au combat le firent avec beaucoup de vaillance, comme d'ailleurs, il ne faut pas l'oublier aussi, de nombreux régiments métropolitains, on ne dit pas assez. Mais c'est une unité marocaine, la première brigade de Spahi, qui gagna le titre de seul invaincu de la débâcle, après avoir combattu du Luxembourg à l'Aisne, puis sur la Somme, la Basse-Seine, la Loire et le Rhône. Chacun connaît évidemment l'appel du 18 juin du général de Gaulle, qui fut l'acte de baptême de la résistance, mais on connaît moins un autre appel, celui du souverain du Maroc, qui affirmait, avec beaucoup d'élégance et de lucidité, quelques heures après l'armistice du 22 juin, je cite encore, « Si la France était un petit pays, si l'histoire du peuple français ne datait que d'une cinquantaine d'années, nous aurions des craintes justifiées pour votre avenir. Mais votre pays étant l'immense et riche France, que je connais si bien, et l'histoire du peuple français étant cette histoire qui force l'admiration, ce serait un crime de douter des destinées de la France. » Mohamed V appela à éviter tout ressentiment anti-français. Il appela à nouer avec l'ancienne puissance coloniale des relations nouvelles, fondées sur la coopération, le respect, l'amitié. Et dans son discours du trône, suivant immédiatement son retour, le même 18 novembre 1955, il exposa clairement la ligne, je cite, « L'indépendance ne doit pas signifier un relâchement de nos liens avec la France. » Ainsi, sous l'impulsion du sultan, le Maroc allait donc jouer un jeu important dans la résistance française, notamment en aidant à la constitution secrète de l'armée de la revanche, en dissimulant des armes, des munitions, à la commission de contrôle germano-italienne qui avait été mise en place par les accords d'armistice. Et de même, tous les Marocains juifs se souviennent également avec émotion du ferme refus opposé par le sultan à l'application des lois du gouvernement Vichy contre les Juifs. Après avoir créé en mai 1943 à Alger le comité français de libération nationale, le général de Gaulle voulut rencontrer le sultan. Et là je cite quelques lignes des mémoires de guerre, chapitre l'unité. « Sous la parole officielle, dit le général, je pris contact d'homme à homme avec le sultan Mohamed Ben Youssef. » Cette relation, dans le contexte aujourd'hui euro-méditerranéen, est bien au contraire, à Rabat comme à Paris, nos dirigeants savent combien l'axe franco-marocain est stratégique pour nos deux nations. C'est un axe entre deux vieilles nations qui est aussi capital pour entretenir et intensifier le nécessaire dialogue entre les deux rives de la Méditerranée. L'actualité nous montre à quel point ce dialogue doit être tenu et c'est nécessaire. Assurément, la relation franco-marocaine a de beaux jours devant elle. Raison de plus. Dans son livre, Charles Saint-Preux rappelle que ce fut un souverain qui était un allié loyal. Monsieur le ministre le rappelait à l'instant, et qu'il a joué ensuite un rôle important dans la conduite de son pays vers l'indépendance, qu'il a su maintenir, tisser des liens d'amitié avec la France, et qu'il a été un visionnaire dans de nombreux domaines. Confronté par les caprices de l'histoire à des événements considérables, placé à la tête du Maroc à une période extraordinaire,
le roi Mohamed V s'est trouvé en situation de mettre en application toutes les lois de la politique marocaine, et les suivants, avec opiniâtreté et fermeté, avec la conscience de son rôle, il a été tout à la fois le roi restaurateur et le roi pionnier. Il a aussi démontré que la loi essentielle est le caractère bienfaisant, tout à la fois protecteur et visionnaire de la monarchie marocaine. Et cette monarchie, le roi Mohamed V sut la rendre populaire, au point de revendiquer, comme un titre de gloire, le fait d'avoir été nommé par la propagande coloniale le sultan des carrières centrales, ce quartier le plus humble de Casablanca. Fier de ce sobriquet, il se plaisait à dire « Maintenant, je sens que le colonisateur a pris conscience du danger puisqu'il me perçoit comme le roi d'un peuple et non comme un roi purement symbolique. » Toute sa vie, ce roi fut un chef adulé et toute sa vie, il a considéré comme un bienfait divin le lien exceptionnel qu'il tissa avec le peuple. Que Dieu soit loué, disait-il, d'avoir créé ce lien idéal entre notre peuple et nous-mêmes. En effet, si le peuple nous soutient de son loyalisme, le trône de son côté veille sur les droits essentiels et les intérêts vitaux du peuple. C'est un enfant de Meknès, celui qui fut l'un de nos grands ministres des Affaires étrangères, Michel Jaubert, qui a le mieux résumé l'œuvre de Sidi Mohamed. Il revint à Sidi Mohamed de prendre en charge avec sa dignité, celle de sa nation. Après des décennies de divisions et de manœuvres étrangères visant à diviser le pays, le jeune sultan réussit donc à faire reprendre conscience aux Marocains qu'ils formaient un peuple, qu'ils formaient une nation. Et ce peuple et le roi s'identifièrent si bien, au point de ne faire qu'un, au point que la révolution nationale du roi et du peuple fut une révolution commune. Selon l'analyse toujours pénétrante du doyen Georges Vedel, le fait de constater que le roi personnifie et symbolise la nation traduit en termes bien faibles ce qu'a été Mohamed V pour son peuple. Il s'agit, je cite le doyen Vedel, il s'agit ici d'une véritable identification, d'une fusion entre le roi et la nation. En fin de compte, telle est bien l'exception marocaine, un modèle spécifique de monarchie nationale et créatrice, œuvrant inlassablement à l'évolution du pays dans la tranquillité et le respect de son identité propre. C'est aujourd'hui toute l'ambition du roi Mohamed VI lorsqu'il affirme qu'il faut avant tout concrétiser l'ambition collective en réalisant les grands objectifs de modernisation. Je pense à la condition de la femme, aux réformes institutionnelles, à la mise en valeur des régions et de développement. Je pense aux grandes réalisations que sont Angers-Med ou le programme des énergies nouvelles, toutes choses dont nos amis parleront tout à l'heure. Il avait été l'artisan, patient et tenace, du renouveau d'une ancienne nation qui put ainsi retrouver sa place éminente sur la scène arabe, musulmane, africaine et internationale. Certes, il faut retenir l'action toujours déterminée, parfois héroïque, de l'homme qui fut l'âme de la libération nationale, celui qui protégea ses concitoyens juifs, celui qui choisit de lutter contre le nazisme allemand et fut fait à ce titre compagnon de la libération par le général de Gaulle, comme M. le ministre vient de le rappeler. Mais il faut aussi insister sur l'action politique du monarque éclairé et réformateur. On a pu comparer Mohamed V à notre Henri IV, qui au lendemain des guerres de religion avait imaginé puis imposé une politique de réconciliation des Français. Il avait aussi redonné son prestige à l'État et jeté les bases de la grande œuvre de ses successeurs qui, profitant de l'unité retrouvée, de l'apaisement, purent bâtir une France plus forte et plus prospère. De même, Mohamed V fut-il tout à la fois le réconciliateur et l'artisan du renouveau marocain. Roi libérateur, il prépara les rênes des rois Hassan II l'unificateur et Mohamed VI le réformateur. C'est ainsi que la monarchie continue inlassablement son œuvre au service d'une nation millénaire qui lui doit tout. En effet,
Comme le roi Hassan II aimait à le répéter, les rois ont fait le Maroc. Et je serais tenté de dire que sans le roi, le Maroc risquerait fort de se défaire. À vrai dire, le roi et le peuple, le pays réel, sont liés par un pacte indissoluble. Or ce pacte correspond ni plus ni moins à une juste application de ce que l'on pourrait appeler les lois de la politique marocaine. Pour toute nation, il y a le constant, le permanent, ce qui ne change pas, ce qui n'est ni vieux ni neuf, mais perpétuel. C'est ce qu'on appelle précisément les lois de la politique. Car la politique est une science. Elle ne doit en rien obéir au vu de l'esprit, aux billevesées idéologiques, à l'improvisation ou au calcul conjoncturel. La politique d'une nation suit des règles séculaires, transcendant les événements passagers. Elle obéit à des lois, s'identifiant à la vie nationale qui a ses nécessités auxquelles il faut satisfaire. Ces lois non écrites, mais souvent supérieures à toutes les constitutions écrites, sont les rapports nécessaires avec la géographie, la démographie, la psychologie, la façon de vivre, la croyance et l'histoire d'une nation. Pour ce qui concerne le Maroc, les lois de la politique nationale sont bien précises. D'abord, la sauvegarde d'un islam orthodoxe, modéré, combinant harmonieusement tradition et progrès. Un islam dont le souverain et commandeur des croyants est le meilleur garant, tout en veillant à écarter les dérives extrémistes ou rétrogrades. Au Maroc, la monarchie a traditionnellement la garde du bien commun. Elle fait prévaloir l'intérêt général face aux intérêts particuliers et égoïstes, face aux éternelles forces de dissolution. La monarchie marocaine fut de tout temps le principal acteur du progrès et du développement face au conservatisme de toutes sortes. En politique, nous le savons, le seul critère du bien, ce ne sont pas les idéologies, les utopies, souvent sanguinaires ou ruineuses. Le seul critère du bien, c'est l'intérêt public. En tout cas, au regard du chaos, des désordres, des guerres civiles, de la répression sanglante ou de l'immobilisme cadavérique régnant dans certains autres pays de la région, le Maroc est assurément dans la bonne voie, celle de l'évolution audacieuse dans la stabilité. Le Maroc donne ainsi un bon exemple de maturité et de sagesse dont devraient s'inspirer les autres pays d'une région menacée par les aventures les plus périlleuses. C'est pourquoi l'expérience marocaine mérite d'être encouragée et soutenue par la communauté internationale, en premier lieu la France qui sait mieux que tout autre que le Royaume est le garant de la stabilité géopolitique au sud de la Méditerranée. Cela, mais aussi le souvenir de Mohammed V, compagnon de la libération, celui des combats communs contre l'Allemagne nazie, l'exceptionnelle loyauté qui a toujours prévalu entre Paris et Rabat, tout conduit la France et le Maroc à avoir ce lien si particulier qu'en l'occurrence, on peut parler d'amitié. Un petit peu par l'avant, par ce qui a précédé, en tout cas par une période et un personnage qui ont joué un rôle extrêmement important dans l'histoire du Maroc, à savoir le rôle du général Lyautey, résident général, devenu maréchal de France et qui a gouverné, entre guillemets, le Maroc aux côtés du sultan pendant 13 ans. Très tôt, dès 1912, il a voulu que le protectorat soit une réalité qui marche. C'est-à-dire qu'il n'a pas attendu de procéder par étapes, il n'a même pas attendu que l'ordre intérieur revienne au Maroc. Il ne s'est pas laissé arrêter par le fait que la guerre se déclenchait en Europe et allait durer près de 5 ans, et qu'à l'occasion de cette guerre, un certain nombre de tentatives faites par des agents étrangers ont cherché à susciter des troubles intérieures à l'intérieur du Maroc. Il ne s'est pas laissé troubler par cela, il a continué son œuvre de construction, en particulier de restauration de l'État marocain, qui était dans un état très affaibli à la veille de l'établissement du protectorat, et de restauration de l'État marocain, et de rétablissement dans sa pleine et entière autorité de la monarchie marocaine à travers la personne du sultan. Et il l'a dit à plusieurs reprises, notamment dans les communications qu'il a dû faire à l'époque avec les autorités politiques françaises. Je cite très exactement ce qu'il disait. Il disait que le Maroc était un empire historique,
fort d'une grande tradition d'indépendance, avec sa hiérarchie administrative, l'Arsène, et même ses organismes sociaux. Et il dira, même devant une assemblée d'hommes d'affaires lyonnais, songez qu'il existe encore au Maroc nombre de personnages qui, jusqu'il y a 6 ans, furent ambassadeurs du Maroc indépendant à Pétersbourg, à Londres, à Berlin, à Madrid, à Paris, accompagnés de secrétaires et d'attachés, hommes d'une culture générale, qui ont traité d'égal à égal avec les hommes d'État européens, qui ont le sens et le goût des choses politiques. Rien de similaire n'existe en Algérie ni en Tunisie. Comment convaincre les élites marocaines que la France n'a pas pour projet d'administrer le pays à l'algérienne, c'est l'obsession de Lyautey, convaincre le Quai d'Orsay de ne pas se laisser aller à cette tentation. L'obsession de Lyautey, ça va être celle-là pendant les 13 années qu'il passe au Maroc, c'est de convaincre que son projet est tout autre, et que c'est un projet d'autant plus difficile que le Maroc est encore à ce moment-là, pour des raisons existantes, un pays compliqué, où le principe d'unité le plus fort demeure le sultan. Donc, qui est connu, mais qui était connu depuis les années 50, est extrêmement claire, et elle n'est pas une sorte de surgissement subi, c'est le produit d'un certain nombre de documents, de rapports que Lyautey avait fait avec obstination aux autorités politiques françaises. Feront du Maroc un sujet de convoitise entre l'Espagne, la France et même l'Empire allemand. Elle se soldera par l'installation protectorat avec l'œuvre d'un homme, un compatriote lorrain, le maréchal Lyautey. 40 ans, le premier salon marocain qu'il j'ai pu voir, c'était en excursion scolaire. Il vit une relation apaisée avec l'Occident, Amérique comprise, et une relation qui peut être apaisante pour tout le monde arabo-musulman. Sous l'impulsion de Sa Majesté Mohamed VI, le Maroc connaît aussi une dynamique de développement liée non pas, comme beaucoup de ses voisins, à l'exploitation facile des ressources naturelles. Mohamed V, puis à l'époque de Hassan II, ont révélé la sensibilité du royaume chérifien à son intégrité territoriale, et c'est celle-ci qui se manifeste encore plus nettement lors des problèmes frontaliers, lors de la guerre des sables qui l'oppose à l'Algérie. On sait aussi que sur le fondement de l'avis de la Cour de 1975, de la Cour internationale de justice, habilement interprété, le sultan, le roi du Maroc alors, Hassan II, lance la marche verte, qui apparaît comme un acte politique, mais aussi comme un acte mystique, au nom de l'indépendance et de l'intégrité du Maroc. C'est une réponse à l'expectative des Marocains, plutôt, et à la fois une riposte à l'agressivité des voisins. Parce qu'il est situé à un point crucial des grandes routes maritimes, l'indépendance juridique, mais l'indépendance politique du Maroc est donc un élément essentiel de l'équilibre international. Cela s'est illustré au moment de la stratégie d'enveloppement de l'Union soviétique dans les années 70-90. Cela est illustré par le rôle d'intermédiaire du Maroc entre l'Europe et l'Afrique. Et l'on dira qu'une monarchie indépendante seule est un facteur de stabilité régionale et au-delà, un élément d'équilibre du monde arabe. Alors, quelle est l'implication de la monarchie dans cette notion de stabilité? Eh bien, la monarchie, et plus particulièrement la succession dynastique à l'œuvre dans une monarchie, est un gage de continuité, et donc elle a pour effet de favoriser la stabilité constitutionnelle, et les exemples des monarchies européennes que j'ai cités en sont un exemple. Mais on a des contre-exemples, j'y reviendrai un peu plus tard, par exemple l'Espagne, ou encore l'Espagne au XIXe siècle surtout, mais encore au XXe, et ainsi que surtout peut-être, dans le cadre d'une comparaison avec le Maroc, le cas de la Thaïlande. Le Maroc n'a de constitution que depuis 1962. Une monarchie a une constitution par nature et par destination, et il y a toujours eu, comme les droits fondamentaux en France sous l'Ancien Régime, il y a toujours eu une constitution du royaume du Maroc. Mais d'un point de vue formel, donc, c'est-à-dire moderne, le Maroc a une expérience assez récente, puisqu'elle remonte à l'indépendance. Mohamed V est encore très populaire, même dans nous qui ne sommes pas de sa génération, c'est justement par ses grands gestes de sagesse
Il n'a pas, par exemple, comme il le fera plus tard pour avec l'Algérie, Mohamed V n'a pas profité du fait que la France était en guerre, où il aurait pu, par exemple, négocier avec l'Allemagne pour obtenir des négociations plus favorables. Il a attendu la fin de la guerre avec la France pour entamer des négociations sur la libération du Maroc. Parmi les déclarations les plus importantes, justement pour le recouvrement de l'unité territoriale, je voudrais citer le discours de Tanger prononcé en 1947, où le souverain proclame que le Maroc doit récupérer tous ses droits. Demande qui sera réitérée par la suite par le souverain marocain auprès des autorités coloniales. Je voudrais aussi signaler ici qu'en parallèle des actions directes du souverain, il y a eu aussi évidemment les actions des militants politiques ou du peuple. Mais ce qui est important, c'est tous ces mouvements de libération, aussi bien du nord jusqu'aux confins du Sahara, ont toujours été au nom du sultan. Si j'insiste sur ce fait, c'est que, pour rappeler l'actualité, c'est qu'aucun mouvement libératoire n'a été créé pour se séparer du Maroc. Même si certains ont été manipulés par la suite, tous les mouvements à la base ont été créés d'abord contre le colonisateur occidental, français ou espagnol. C'est important pour comprendre après la situation au Sahara. Le 29 octobre 1956, la conférence de l'actuelle Mohammedia mit fin au statut international de Tanger, qui redevient totalement marocaine. Si l'Espagne a accepté de négocier pour Tanger et le sous-protectorat de Sidi Ifni et de Tafaya, il n'en est pas de même pour les prisés de Ceuta et de Melilla qui sont toujours sous colonie espagnole. Et pour moi, je pense que, et pour beaucoup de Marocains, on peut dire que ce sont les dernières colonies européennes occidentales en Afrique. Et l'Espagne aussi a tergiversé pour la décolonisation du Sahara, comme pour des raisons que j'expliquerai plus tard. Je voudrais apporter aussi justement quelques précisions sur la région du Sahara, comme l'ont rappelé ce matin les personnes. La souveraineté du Maroc sur le Sahara va au-delà même du Sahara, parce qu'il y a beaucoup d'écrits jusqu'au fleuve Sénégal, et on disait même que les prières à Tombouctou étaient dites au nom du sultan. Donc on peut prendre beaucoup d'actes d'échanges diplomatiques entre les États-Unis, l'Angleterre, la France, montre aussi bien que la souveraineté du Maroc sur le Sahara n'a jamais été remise en cause. Et même les tribus sahraouis qui ont lutté pour l'indépendance contre les Espagnols dès les années 50, comme les Ribat ou les Maïrine, l'ont toujours fait au nom du sultan marocain. Et c'est donc pour rappeler cet attachement des provinces du Sud au Maroc que Mohamed V lui-même s'est rendu à Mohamed el-Rizlan dans le Sud le 25 février 1958 pour rencontrer les représentants des tribus sahraouis qui lui ont prêté allégeance. Mohamed V prononcera lors de cette visite ces mots. « Nous proclamons solennellement que nous poursuivrons notre action pour le retour de notre Sahara dans le cadre du respect de nos droits historiques et selon la volonté de ses habitants. » Je précise ici une petite parenthèse. Certaines personnes actuellement disent que si le Maroc revendique le Sahara, c'est avant tout pour les ressources naturelles. Or, vous voyez bien que cette revendication marocaine sur le Sahara date des années 50. Cette importance du consensus apparaît du reste singulièrement décisive dans le monde musulman et notamment au Maroc. Selon la tradition islamique, en effet, l'organe califal doit bénéficier de l'accord du consentement de la communauté. Le califat repose sur la persuasion, à la fois lors de son investiture et durant l'exercice de ses fonctions. En droit musulman, le calife reste l'élu et le mandataire de la communauté qui lui accorde sa confiance et sa soumission pour qu'il puisse remplir convenablement la mission qui est la sienne. À cet égard, Charles Saint-Preux rappelait que l'ijma, consensus, est une notion essentielle de l'islam sunnite. L'ijma qui, sur le plan politique, est, disait-il, la manifestation de l'adhésion. Prenant comme fil directeur le texte même de la Constitution marocaine tel que révisé en 2011, on peut examiner le rapport entre le souverain et les droits autour de deux axes. Le premier concerne son rôle pour poser les droits, c'est-à-dire tout autant les affirmer que les définir. Le second envisage sa contribution à leur protection effective, à leur garantie. Tout d'abord donc, le rôle du souverain pour poser les droits, la volonté royale. On nous permettra d'évoquer rapidement avant toute chose les libertés religieuses, même si on en a déjà parlé ce matin. Dans une société sécularisée comme la nôtre, nous aurions pu les évoquer à la fin de notre exposé de manière presque annexe. Mais dans une société restée profondément religieuse, une société dans laquelle le titulaire du pouvoir tire une légitimité particulière de sa parenté avec le prophète de l'islam, il nous a semblé indispensable de les placer là où le texte constitutionnel les place, c'est-à-dire avant les autres.
C'est en effet le préambule de la Constitution de 2011 qui nous rappelle que le Maroc est un État musulman. Un État ancré dans le fait religieux donc, mais sans que cela conduise à une fermeture. Mohamed V était, comme le rappelle Charles Saint-Pro, un homme d'une grande piété, remplissant scrupuleusement les prescriptions de la religion islamique. Mais piété ne veut pas dire sectarisme, et Henri Dubois-Roquebert rappelait que le souverain d'indépendance avait le respect de l'opinion religieuse des autres. Dans cette continuité, selon le préambule de l'actuelle Constitution, je cite, « La prééminence accordée à la religion musulmane va de pair avec l'attachement du peuple marocain en valeurs d'ouverture, de modération, de tolérance et de dialogue pour la compréhension mutuelle entre toutes les cultures et les civilisations du monde. » L'article 3 de la Constitution traduit ces principes dans les faits, énonçant que l'islam est la religion de l'État qui garantit à tous le libre exercice des cultes. Et il le fait de manière significative alors que nous sommes dans un titre premier qui traite essentiellement des rapports entre pouvoirs publics. Lalla Aïcha est entrée dans l'histoire lors de la visite historique du sultan Mohamed V à Tanger en avril 1947. Et dans son ouvrage Mohamed V ou la monarchie populaire, Charles Saint-Pro écrit « Alors que le sultan avait tenu son fameux discours réclamant l'indépendance du Maroc dans les jardins de la Mendobilla, la jeune princesse de 17 ans, qui était également une ardente nationaliste, prononça tête nue sur la place du Grand Soko une allocution invitant les femmes à évoluer et à prendre toute leur part dans la construction du Maroc moderne. Preuve de ce rôle d'avant-garde, dans l'émancipation de la femme marocaine, en novembre 1957, le magazine Time consacrait à la princesse sa couverture comme symbole de l'émancipation de la femme musulmane. Lalla Aïcha a été la première femme dans le monde arabe à exercer des fonctions diplomatiques, puisqu'elle a été elle fut ambassadrice du Maroc en Grande-Bretagne de 1965 à 1969, en Grèce de 69 à 70, puis en Italie de 70 à 73. Il faut souligner que le roi Mohamed V lui-même encouragea sa fille dans cette voie, car il était un partisan convaincu de l'évolution des conditions féminines. Mohamed V défendit donc sans relâche une politique visant au développement de la condition féminine au Maroc. Il ne cessa de rappeler que ce n'était que justice en raison du rôle joué par les femmes dans la lutte de libération. Il y a d'ailleurs de beaux visages de femmes qui marquent cette époque et auxquels il convient de rendre hommage. J'en cite ici quelques-unes. Malika El Fassi. Elle a servi comme agent de liaison entre le sultan et les nationalistes. La jeune Touriya Chaoui, qui a été la première femme pilote d'avion et qui, à l'âge de 19 ans, survola Rabat pour jeter des tracts célébrant le retour du sultan en novembre 1955. La monarchie a pu inspirer le développement en détaillant un peu le rôle du monarque qui apparaît, à mon sens, sous trois principales figures. Celle en quelque sorte de l'investisseur avisé, celle du garant de l'équilibre économique et social, et enfin celle du dispensateur des biens matériels, en cela fidèle à l'éthique musulmane. Il pourrait brosser un très rapide tableau de la situation économique actuelle du Maroc. Juste quelques chiffres à rappeler très rapidement, à savoir que le projet de loi de finances pour 2012, qui a été adopté, fait état d'une prévision de croissance de plus de 4%, avec l'objectif affirmé de faire passer cette croissance dans les 5 années qui viennent, de 4% à peu près environ, ce qui était la norme des dernières années, d'ailleurs en dépit de la crise, à un niveau au minimum de 5 à 6%. Tout cela en mettant, en fait, en envisageant une évolution distincte entre le secteur agricole, qui représente encore aujourd'hui presque 45% de l'activité économique, et le reste des autres industries. Mohamed VI a été l'inspirateur, a connu l'inspirateur d'une stabilisation de l'économie, d'une croissance solide, d'une inflation maîtrisée et d'une façon générale d'une politique qui a été guidée par la volonté de réduire le poids d'une administration parfois inefficace.
Tout ça avec pour objectif principal d'augmenter la compétitivité du Maroc. En cela, me semble-t-il, et j'en viens donc à ces trois figures de la monarchie marocaine inspiratrice du développement, en cela, le roi, fidèle à la tradition qui a été inaugurée par Mohamed V, s'est révélé comme, en quelque sorte, un investisseur avisé. Puisque, pour rappeler les théories de la croissance, notamment celle la plus classique de Solow, qui évoque la nécessité de cumuler un certain nombre de facteurs, à la fois l'investissement, la croissance démographique, le progrès technique, à cela, dans ces théories. On ne mesure pas assez combien l'amélioration des transports change la vie des gens, que ce soit à Paris, que ce soit à Rabat, que ce soit à Casablanca. Eh bien, le Maroc, dans ce domaine, est, je crois, assez exemplaire, et les investissements dans le domaine des transports, eh bien, sont dans la ligne directe de l'INDH. Alors, je n'ai que l'embarras du choix. Aujourd'hui, il y a un maillage routier des territoires qui va de Tanger à Laayoune. Ça représente sur Laayoune, oui, ça représente plus de 1000 km de côte où il n'y avait rien, et on a construit une route qui permet aujourd'hui de relier quasiment l'Europe jusqu'à Dakar. Et ça, c'est quand même quelque chose d'unique. Je voudrais citer toujours dans le domaine routier tout ce qui se fait ou qui est en train de se faire autour de Tanger-Med. Et bien sûr également autour de Casablanca. Il y a une autoroute, entre Casablanca et Fès, Casablanca et Oujda, tout à fait récente. Également sur Meknès. Bref, il y a des voies, des autoroutes qui se sont développées. Et il faut souligner également qu'on n'a pas uniquement fait dans le domaine autoroutier, on le fait également dans le domaine ferroviaire. Je crois que ça aussi c'est exemplaire parce que le Maroc a choisi la voie du développement durable. L'une des difficultés du Maroc qui plombe sa balance commerciale, c'est l'énergie. Le Maroc a des énergies de substitution considérables. Dans le domaine, bien sûr, de l'énergie pétrolière, on n'a pas de pétrole au Maroc, mais on a du vent. On a aussi du soleil, et on met même de l'énergie, de la bioénergie à partir de l'élevage de cactus. Donc ça c'est un secteur de niche, mais je voulais le souligner. Alors moi je voudrais dire en conclusion, pour respecter le délai qui m'était donné, tout ceci a été fait dans le but d'améliorer la vie quotidienne des Marocains et des Marocaines. Et il n'y a rien de plus qui me révolte, c'est quand on ne met pas ça en avant. Tous les investissements réalisés depuis 5 ans dans les différents domaines permettent une amélioration. Je n'ai pas dit que tous les problèmes étaient solutionnés. Et quand j'entends dire autre chose, que c'était peut-être pas opportun d'investir tout ceci, eh bien voyez-vous, je suis particulièrement choqué qu'on ait une méconnaissance complète d'un minimum. La difficulté que j'ai, outre celle-ci que j'indiquais, tient au fait qu'au mois de juin de cette année précédente, en juin 2011, j'ai été amené à présenter, au cours d'un colloque organisé toujours sous l'égide de l'Observatoire d'études géopolitiques et de notre ami Charles Saint-Pro, et puis de la revue marocaine d'administration locale et de développement de Rabat, et de son directeur sympathique Bouachik et consort, parce qu'il y a un deuxième directeur, c'est Ben Yahya. Et j'ai été amené à présenter aussi le thème de Mohamed VI. Donc il fallait que je fasse autre chose, et je ne peux pas changer le déroulement de l'histoire. Alors, je vais quand même commencer par une anecdote que j'ai déjà soulignée, à savoir qu'il y a quelques années, un journaliste qui est bien connu en France, puisqu'il s'agit de Jean Daniel, avait affirmé dans un hebdomadaire marocain tel quel que Mohamed V n'avait jamais eu l'intention d'établir un régime constitutionnel. Bon, c'était une affirmation étayée sur absolument aucun argument, sauf à dire que le régime constitutionnel auquel songeait M. Daniel n'était évidemment pas du tout celui auquel devait penser Mohamed V, parce que Mohamed V était sur les bords du Bourgreg et non pas sur les bords de la Seine. Mohamed V revient et prononce le premier discours du trône de l'indépendance. Le Maroc sort quand même d'une période de trouble. Il fonctionne sur la base d'institutions qui ont été laissées par le protectorat.
les forces politiques qui existent, qui émergent une fois l'indépendance acquise, sont principalement soucieuses de s'assurer les positions les plus confortables dans la lutte pour le pouvoir, car c'est de cela dont il s'agit. Et tout cela permet de comprendre que la construction d'un système constitutionnel ne pouvait pas s'improviser, s'édifier dans la précipitation, au moment où Mohamed V retrouve la maîtrise du destin du Maroc.